Chères auditrices et chers auditeurs, chers collègues, chers amis, nous sommes très heureux, Felwine Sarr et moi, de vous accueillir ce matin pour notre colloque annuel intitulé Muséotopia, réflexion sur l'avenir des musées en Afrique. Nous allons commencer par une introduction qui va nous occuper une vingtaine de minutes, puis nous aurons la leçon introductive du professeur Souleymane Bachir Diagne, et ensuite nous enchaînerons avec des tables rondes. Nous revenons là-dessus dans un instant. Pour commencer, on aimerait l'un et l'autre vous rappeler comment cette journée d'études s'articule dans l'ensemble des activités que nous avons menées ces derniers temps, notamment avec la journée d'études ou l'atelier de l'année dernière, en juin 2018, dans ce même lieu, qui était consacré à la question du droit des objets à disposer d'eux-mêmes. Point d'interrogation. Une journée d'études que nous avions organisé avec notre collègue des Archives nationales, Yann Potin, que vous voyez ici, et dans le cadre duquel une quinzaine d'intervenants s'étaient posé la question de cette figure rhétorique et de cette figure littéraire de l'objet qui décide lui-même de prendre la parole, de rentrer chez lui, de sortir de sa vitrine. Et nous nous étions engagés d'abord en observant, en faisant le constat de ce motif depuis l'Antiquité, des objets agissants, et nous nous étions interrogés sur le pouvoir politique d'une telle rhétorique, à quoi ça sert de faire parler les objets, et puis au dispositif juridique qui permettait peut-être, puisque l'année dernière, souvenez-vous, même la nature commençait à prendre des droits comme un fleuve en Nouvelle-Zélande qui venait d'acquérir un statut juridique, et on s'était interrogé à la fin de cette journée de l'année dernière sur donc le statut juridique des objets. C'était une journée extrêmement enrichissante qui avait été programmée 2 ans auparavant et qui du coup ne tenait pas compte du débat qui alors l'année dernière était actuel sur la question de la restitution des patrimoines africains à l'Afrique, question sur laquelle Felwine Sarr et moi, dans laquelle nous étions engagés à ce moment-là l'année dernière. Mais nous avions pensé cette journée-là en amont, et c'est au moment où se tenait cette journée-là que nous avons pensé, Felwine et moi, la journée d'aujourd'hui. Tout ça pour vous expliquer pourquoi c'est aujourd'hui seulement, et heureusement, que nous abordons la question des restitutions et des musées en Afrique. L'autre point d'ancrage des travaux qui vont nous occuper aujourd'hui est le cours que j'ai donné cette année, ici, au collège, entre février et avril, sur l'année 1815, l'année zéro, l'Europe à l'heure des restitutions d'œuvres d'art, un cours qui nous a permis de soulever des catégories qui, en 1815, ont occupé l'Europe intellectuelle, l'Europe culturelle, l'Europe politique pendant 2 ans, entre 1814 ou même plusieurs années en fait, des catégories comme le fait de reprendre et non pas de restituer, la question de l'universel discutée à l'exemple du musée Napoléon, du musée du Louvre, la question du rapport entre droit et morale, le retour du même différent, des objets qui revenaient transformés, les différentes formes de réappropriation qui à l'époque, après 1815, lorsque Napoléon et la France impériale a dû rendre les patrimoines spoliés, les types de réappropriation plurielle qui se sont manifestés. On avait terminé sur un dernier cours qui s'intitulait « Le temps des musées » et qui nous avait permis de comprendre combien, à partir du moment où les œuvres étaient restituées, combien était long le temps dans les régions, dans les villes où il n'y avait pas de musée avant les saisies, les conquêtes artistiques, combien avait été long ce temps pour la mise en place des musées et combien avaient été nombreux les débats qui avaient accompagné la création des musées. L'idée, à ce moment-là, c'était de montrer que les concepts d'intertemporalité, c'est-à-dire ce qui s'était passé entre le moment où les œuvres avaient été prises par la France et le moment où la France les rendait 15 ans plus tard, ce qui s'était passé entre ces deux pôles et qui avait transformé les objets, qui leur avait fait changer de statut parce qu'ils avaient été pris, par exemple, comme des trophées de guerre et qu'ils rentraient avec un statut différent, que tout ça avait joué sur la formation des musées en Europe au début du XIXe siècle, avec de nouveaux concepts patrimoniaux, de nouvelles frontières, de nouveaux régimes politiques et des structures d'accueil modifiées. Quand on regarde ces années 1800-1815, on constate que les débats qui nous occupent aujourd'hui, l'annonce d'éventuelles restitutions de patrimoine importants, notamment au continent africain, mettent en marche une discussion qui ne peut être mise en marche que lorsqu'on a des objets. Aucun musée, ni en Europe au XIXe siècle, ni ailleurs, aucun État n'invente des musées quand il n'a pas de patrimoine à y mettre. Et c'est seulement quand la perspective
de grands ensembles de collections est présente et concrète que se mettent en marche ces discussions. À l'époque, autour de 1815, toute l'Europe lettrée s'était investie dans ces questions. Vous voyez ici Stendhal, Stendhal, Dominique Vivant-Denon, l'un des frères Grimm, Goethe, tout le monde y était allé de son idée, de son projet pour les musées. Et il s'agissait souvent de personnes qui n'étaient pas des professionnels des musées, plutôt des littéraires, des poètes, des intellectuels, des artistes, des politiques. Et c'est pourquoi nous sommes heureux aujourd'hui, et vous voyez ici encore plus haut que Goethe, mon ami, collègue Felwine Sarr, nous sommes heureux de lancer en quelque sorte aujourd'hui ici, bien sûr en harmonie avec d'autres initiatives et d'autres débats qui ont lieu sur ces questions de restitution de musées en Afrique, notamment demain, vous l'avez sans doute vu à la Sorbonne, une très grande journée d'études consacrée également à ce sujet. Nous sommes heureux, par cette manifestation aujourd'hui, de mettre en place ces types de discussions qui, historiquement, ont toujours lieu au moment des restitutions ou au moment de l'annonce de restitution. Donc, on l'avait en 1815 et là aussi, aujourd'hui, Felwine Sarr, inutile de le présenter, mais néanmoins, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, il est professeur d'économie à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, au Sénégal. Il est aussi, et peut-être surtout, poète, écrivain, musicien, penseur, philosophe. Et le titre du colloque d'aujourd'hui, Muséotopia, est inspiré de son essai de 2016 paru chez Philippe Ray, intitulé Afrotopia, traduit dans 5 ou 6 langues déjà, qui est l'un des essais les plus énergisants, les plus dynamisants, les plus heureux peut-être aussi, sur les perspectives de l'Afrique dans le monde actuel. Et nous avons eu envie, Felwine et moi, d'intituler cette journée d'aujourd'hui Muséotopia, avec l'idée que nous parlerons de l'avenir possible des musées. Et c'est à ce moment-là que je passe la parole, en effet, à Felwine pour vous expliquer plus précisément l'idée qui nous a menés à l'annonce et à la préparation de cette journée. Bonjour à toutes et à tous, et je m'associe au mot de bienvenue de Bénédicte pour revenir beaucoup plus en détail sur ce qui nous occupera aujourd'hui. Donc l'idée, c'est que dans le contexte de débat sur la restitution des œuvres du patrimoine africain, si on se place du point de vue des Africains, l'un des enjeux pour eux, c'est d'une part de repenser le rapport au patrimoine en vue de se réapproprier ce dernier, tant du point de vue de sa matérialité que de ses significations. Donc toute la question de la resocialisation des œuvres, des écologies, des lieux dans lesquels les œuvres doivent arriver, des nouvelles fonctions, est-ce qu'il faut réinventer les fonctions, est une question importante. Donc la question du lieu, l'écologie qui reçoit les objets, et la question aussi des régimes de patrimonialisation à envisager, le musée étant un lieu qui peut. Et le musée tel qu'on le connaît dans l'Afrique contemporaine, on le sait, est une production de la colonialité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de lieu pour recueillir les objets et qu'il n'y avait pas d'écologie, mais sa forme contemporaine a une histoire que l'on peut dater. Donc il s'agira pour nous, ici, de repenser le musée, ses fonctions, ses discursivités, et d'analyser sa place dans la production d'un discours renouvelé sur soi, ainsi que la manière dont les objets qui ont été collectés à des fins diverses donc peuvent être non seulement réappropriés, mais peuvent produire de nouvelles significations pour les communautés. Donc une question importante, c'est comment faire du musée un lieu où les dynamiques et la créativité des cultures humaines, l'histoire des relations entre les sociétés, les civilisations et les mondes peuvent être exprimées en évitant les pièges de l'exotisme et de l'essentialisme. Alors, on aura plusieurs sous-axes pour aborder cela. Donc, la question des dispositifs, la question de la réinvention, la question des écologies. Oui, c'est bon. Merci de faire disparaître mon visage. Donc, la question de comment on réinvente les musées. Donc, c'est une question absolument fondamentale. On a eu un colloque à Dakar il y a quelques mois, il y a à peine un mois, où Bénédicte était là au musée des civilisations noires, où on a reposé donc la question de comment habiter à nouveau donc le musée et comment le réinventer. Là, c'est Kader Atia qui repense le dispositif donc de la mise en scène, voilà, dans cette idée de réinvention, donc qui met un animal sous verre et qui figure cette problématique-là. Le musée des civilisations noires, donc ouvert le 6 décembre dernier, donc est un lieu pour nous, donc le directeur du musée est là, mais je dis est un lieu expérimental qui permet de poser toutes ces questions-là, la fonction, le lieu et surtout
les avenirs et les possibilités qui peuvent être envisagées. Il y a un musée à Oxford qui s'appelle Pitt Rivers Museum, dont Dan Hicks, le directeur, est dans la salle et va tout à l'heure participer au débat, qui lui aussi a une réflexion sur la réinvention et qui, dans cette image, ce qui est montré, c'est qu'il y a des objets qui ont été collectés dans la jungle de Calais, qui sont exposés et mis en scène. Et c'est pour nous aussi une expérience intéressante de repenser quel lieu peut devenir le musée. Alors, la première table ronde, donc, elle va revenir sur la question de l'universel. C'est une question qui est largement et fortement débattue, avec l'idée des musées universels ou du caractère universel des œuvres d'art. Il y a un universalisme qui est mis en débat, qui est en conflit. Il y a une réflexion sur les lieux et sur les formes de son énonciation. Et on aura Victor Claes, Nadia Yala-Kisokidi et Benoît de l'Étoile lors de la première table ronde pour discuter de cette thématique-là. Et cette table ronde sera modérée par Patrick Boucheron. 11h, 12h15. Alors, la seconde table ronde, les objets comme diaspora. Les objets dans leur processus de translocation ou de déplacement ont subi plusieurs régimes de sémantisation. Et ils sont le fruit d'une pluralité donc, sémantique. Il y a plusieurs couches de sens qui leur ont été surimposées. Certains étaient des objets du culte, sont devenus des objets ethnographiques, sont devenus des œuvres d'art. Donc les objets sont des diasporas. Donc la question de l'identité multiple ou créolisée des objets et de ces enjeux donc, sera abordée dans cette table ronde-là par El Hadj Malick Ndiaye, Felicity Bernstein et Émilie Salaberi. Et la modération sera assurée par Barbara Cassin de l'Académie française qui est aussi présente. 14h15 et 15h30. Notez, on a un peu ajusté les horaires par rapport à ceux qui sont sur vos programmes, si vous voulez les corriger. Prenez un peu plus de temps. On prendra une petite pause de quelques minutes à 15h30. Alors la troisième table ronde, dont le thème c'est « Musée or not a museum », va reposer la question de la fonction de l'institution muséale, de la question de la diversité des écologies du patrimoine et de la question de la vie et de l'esprit des objets. Simon Ndiami, Salia Malek, qui devait être des nôtres, n'a pas pu venir, Alain Godonou, et donc du coup, dans cette table ronde, la Salia Malek sera remplacée par Kader Atia. Et cette table ronde sera modérée par François-Xavier Fauvel, ici présent. Et la dernière, last but not least, réinventer le musée, Vibranium, et une réflexion à l'aune des récentes expériences muséales africaines. Donc, Marie-Cécile Zinsou, Amadi Bokoum, africaine et autres, Dan Hicks, donc discuteront lors de cette table ronde-là, qui sera modérée par Philippe Descola. Et ce sera la dernière table ronde de la journée. Ensuite, nous reviendrons, Bénédicte et moi, un quart d'heure pour faire la conclusion de la journée. Nous sommes évidemment très honorés que Barbara Cassin, Patrick Boucheron, Philippe Descola et François-Xavier Fauvel aient accepté d'accompagner nos travaux, de les corriger, de les modérer. Mais maintenant, grand moment. Oui, donc on commence par une leçon inaugurale. Donc nous avons le grand plaisir d'introduire Souleymane Bachir Diagne, qui nous a fait l'honneur d'accepter de prononcer la leçon inaugurale de ce colloque qu'il a intitulé « Le musée des mutants ». Alors, quelques mots sur Souleymane Bachir Diagne. Souleymane Bachir Diagne est un philosophe sénégalais qui, après avoir enseigné à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, à l'université de Northwestern dans l'Illinois, est actuellement professeur à l'université de Columbia à New York, dans le département de français et de philologie romane. Il dirige actuellement l'Institut des études africaines de cette université. Ses travaux portent sur la philosophie des sciences, notamment l'algèbre de Boole, sur la philosophie en islam, sur la philosophie en Afrique, sur les questions de traduction. Il s'est beaucoup intéressé à l'œuvre de Iqbal, de Mohamed Iqbal, de Bergson et de Senghor, qu'il fait dialoguer dans un ouvrage qui est paru en 2011 et qu'il a intitulé Bergson post-colonial, l'élan vital dans la pensée de Senghor et de Mohamed Iqbal. Que dire de lui? C'est un philosophe accompli, de renommée internationale. Il est membre de plusieurs académies du savoir. Il est l'auteur de nombreux articles scientifiques et de plusieurs publications, dont je citerai juste les plus récentes.
Comment philosopher en islam en 2013, L'encre des savants, réflexion sur la philosophie en Afrique en 2013 aussi, chez Présence africaine, dont il dirige la collection La philosophie en toutes lettres. Son dernier ouvrage paru s'intitule Enquête d'Afrique, universalisme et pensée décoloniale, qui est un dialogue avec Jean-Loup Amsel et qui est paru en 2018 aux éditions Albin Michel. En 2011, son œuvre philosophique a été couronnée par le prix Édouard Glissant et Souleymane Bachir Diagne est reconnu comme étant le penseur de la mutualité. Alors, Souleymane Bachir Diagne, la parole est à vous.